Merci. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à ce que Taskfile suscite autant de personnes. Un petit sondage. Qui a déjà entendu parler ou joue avec Taskfile? Ah ouais, quand même, c'est cool. Bon, bah, désolé un peu pour vous parce que je pense que ça sera plus beginner que avancé. C'est un peu une intro. Donc moi qui je suis, moi c'est Valentin Martin, je suis tech lead chez PubStack, aussi couteau suisse, hein, je fais un peu tout, je fais de l'infra, je fais du dev, je fais un peu de gestion de projet. Et en mode auto-promo, je suis aussi cofondateur et organisateur de Torrent Tech, un mini Devox-like à Tours. Donc pour ceux qui connaissent pas ou qui veulent découvrir, c'est avec plaisir. Et je vous ai remis mes réseaux sociaux si jamais vous souhaitez discuter avec moi de Task par la suite. Dans quel contexte je viens discuter de Task avec vous aujourd'hui? C'est que chez PubStack, on est une équipe de 13 développeurs, développeuses. Mais surtout, on a plus de 20 projets hébergés sur GitHub avec des technologies hétéroclites. Donc on a du Go, on a du Rust, on a du TypeScript. Et donc on avait besoin d'uniformiser les tâches. Les tâches, c'est le run, le test, le lint, le deploy, etc. Et que peu importe sur quel projet je suis, en Rust, en TypeScript, je n'ai pas besoin de me poser la question de quelle commande à lancer. C'est les commandes unifiées sur tous les projets. De la même manière, du coup, si jamais j'ai envie de faire une mise à jour de mon workflow, bah, j'ai le même template partout. Moi, quand je suis arrivé chez PubStack, il y avait déjà Make avec des Makefile partout. Donc là, vous me direz, mais pourquoi tu n'as pas gardé Makefile? Pourquoi vous n'avez pas gardé Makefile? Pourquoi vous avez transitionné? Déjà, de base, Make, c'est conçu pour la compilation, générer des fichiers, pas forcément pour des tâches. Donc c'est possible, hein, mais du coup, il faut les mettre en tant que phony. Ce n'est pas le truc qui est prévu par défaut. Ça n'évolue plus trop, il n'y a pas trop de features qui sont remis dans le moteur. Et nous, ce qui nous a vraiment embêté, c'est pas la possibilité d'avoir des makefiles distants. C'est-à-dire que je peux référencer un makefile localement, depuis un makefile, appeler un autre makefile, mais pas depuis une remote HTTP. On n'a pas de vérification de variables en native, donc ça veut dire que si j'ai envie que mon goal makefile ait une variable, je suis obligé de faire un if and def à la main. Si on en a plusieurs, ça peut vite être pénible. Et pour finir, un des problèmes qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas de target interne, donc tout ce qui est dans le makefile, je peux l'appeler en CLI. Et donc, du coup, début 2024, j'ai découvert Taskfile. Donc, Task, c'est le moteur. Taskfile, c'est le nom du fichier, comme Makefile. Du coup, c'est un task runner écrit en Go qui fonctionne avec des fichiers YAML. Mais il y a un JSON schema, donc c'est pas si pénible que ça à développer. Et surtout, il est activement maintenu. On est à peu près sur un rythme d'une release par mois, ce qui est vraiment assez cool. Et surtout, il y a beaucoup de fonctionnalités natives. Par exemple, inclure des task files les uns dans les autres, vérification des variables, des préconditions, du remote, un prompt à la yes/no pour avoir une confirmation de l'utilisateur. Et tout ça, c'est dans le moteur. On n'a pas besoin de le recoder à la main. Et du coup, je vous propose directement de passer un peu au live coding et de voir ça en action directement. Alors là, je me suis fait un petit projet. J'ai un front avec React, j'ai un backend en Go et une CLI en Go. Et on va essayer de voir comment on peut intégrer Taskfile dans ce projet-là. Donc déjà, on va commencer par créer un taskfile. Donc le nom du fichier, c'est taskfile.yaml, petit t, grand T. Si jamais on décide de changer le nom du fichier, il est possible de le passer en CLI, hein, de lui dire, c'est un peu comme Docker Compose, c'est ce fichier-là à lancer. Hop, je vais l'ouvrir. Hop, donc là, par défaut, sur ce fichier-là, il lui faut des clés. Donc par exemple, la version. La version, c'est obligatoire, c'est la version de task utilisée. La 3, ici, la dernière. Après, on va avoir la propriété task. Task, c'est l'ensemble des tasks définis de ce fichier que je vais pouvoir lancer. Après, je vais choisir leur nom. Donc là, je vais faire une task hello. Donc je vais pouvoir l'appeler via task hello. Puis, je vais lui définir la liste des commandes qui vont être exécutées. Les commandes, du coup, on peut en avoir plusieurs. Et c'est des commandes qui seront exécutées séquentiellement. Donc là, si je fais un echo hello devox, là, j'ai mon premier taskfile, mon premier hello world fonctionnel avec taskfile. Maintenant, pour le lancer, tout simplement, comme on aurait fait avec make, je fais task, le nom de la task, task hello. Et donc là, j'ai le premier echo hello world dans ma console. On pourrait avoir un hello devox 2, et donc du coup, si je le lance, j'aurai bien les deux qui sont séquentiels. Maintenant, si jamais il y a une forme simplifiée pour gérer des tasks, c'est si on n'a qu'une seule commande, on peut utiliser le CMD. C'est un peu plus concis. Donc là, si par exemple, hop, je vais enlever le tiret. Et donc du coup, si je fais task hello 2, ça fonctionne. C'est bon au niveau de la grandeur? Parfait. OK.
Et il y a aussi l'autocomplétion. Donc là, si je fais HE, que je fais tab, il me propose les deux. Donc directement, tout ça, c'est intégré. Maintenant, là, je vous ai montré un peu un Hello World, comment on faisait, mais dans la vraie vie, on ne fait pas de Hello World. On n'a pas de projet Hello World, on a des projets un peu plus complexes que ça. Donc je vous propose de supprimer ça et de passer vraiment sur un vrai projet. Ici, on va essayer de faire une task deploy. Comment je vais pouvoir déployer ce projet-là avec le front-end et le back-end, et on va essayer de voir tous les concepts de task à travers ces tasks deploy. Donc j'ai une task deploy. Les commandes, pour l'instant, je vais juste mettre echo deploying. Hop. Tac. Je vais vérifier que ça fonctionne bien. Deploy. Voilà. Deploying. Maintenant, dans un vrai cas d'utilisation, quand je vais vouloir déployer, je vais vouloir déployer sur un environnement. Dev, bêta, prod, staging. Et donc comme ça, je vais pouvoir vous parler des variables. Pour ceux qui font du Go, c'est un task runner écrit en Go, et en fait, toutes les commandes sont interprétées via le Go templating, y compris les variables. Donc, pour interpoler une variable dans task, c'est accolade, point le nom de la variable. Donc là, je vais mettre point .env. Voilà, ça c'est une syntaxe valide. Et donc là, si je relance mon task deploy, j'ai toujours deploying rien. C'est normal parce que du coup, la variable n'existant pas, elle est vide par défaut. Et vous vous souvenez, ce que j'ai dit sur les slides juste avant, c'est que en Makefile, on avait ce problème-là un peu qui était qu'on ne pouvait pas définir des variables requis pour Megol. Ici, c'est possible. Grâce au mot-clé du coup requires, on va lui dire requires des variables et je veux qu'il y ait une variable qui s'appelle env qui soit requis. Si je relance mon task deploy, maintenant j'ai bien un message d'erreur qui me dit la task deploy n'a pas pu être lancée parce qu'il n'y a pas la variable env. Comment on fait pour du coup lui donner la variable env? Comme sur des variables d'environnement ou comme avec make, avant le task deploy, je vais faire env égale mon environnement. Donc là, env égale dev, et là j'ai bien un deploying dev. Sachant que ça marche aussi après. Si je faisais task deploy, env égale dev, ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cool, on déploie sur un environnement, mais nous, on utilise Terraform. Et j'aimerais bien pouvoir vérifier que Terraform est installé sur la machine qui va lancer cette task-là, plutôt que d'essayer de lancer des commandes Terraform et après d'avoir un message d'erreur qui n'est pas super clair. Pour faire ça, on peut utiliser du coup la propriété preconditions, et du coup, ça va être des scripts, ça va être des commandes SH qui seront lancées par task pour vérifier si il a le droit de lancer la task ou pas. Donc là, je vais lui spécifier le SH. Et je vais utiliser commande-v Terraform qui me permet de vérifier que Terraform existe. Donc c'est bien SH, ce commande-v Terraform, ce n'est pas de task. Par défaut, il va auto-générer un message, mais sinon, on peut lui donner le message qu'on veut, grâce à la propriété MSG. Donc là, je vais mettre Terraform needs to be installed. Moi, ayant Terraform, si je le lance, ça fonctionne. Si maintenant je triche un petit peu et que je mets 2M à Terraform, j'ai le message precondition not met, Terraform needs to be installed. Donc ça permet de tester un ensemble de préconditions, et vu que c'est preconditions, on peut en avoir plusieurs. Donc voilà, là maintenant on est sûr d'avoir une variable env, on est sûr d'avoir Terraform pour déployer, mais un truc qui ne fonctionne toujours pas pour moi, c'est que là je peux mettre env Devox. Sauf que on n'a potentiellement pas d'environnement Devox. Donc comment on va gérer ce cas-là? On pourrait le faire au niveau de CMDS. Mais moi, ce que je vous propose, c'est du coup de créer une autre task qui va s'appeler deploy/dev. Pourquoi créer une task comme ça? C'est comme ça me permettrait d'avoir l'autocomplétion. Dans mon terminal, je sais les environnements sur lesquels je peux déployer. Du coup, là, la liste des commandes, ça ne sera pas une commande SH à lancer, ça sera une task. Donc je vais lui dire deploy dev, tu vas lancer une task de ce task file-là. Et donc la task, c'est deploy. Si je fais ça et que je lance task deploy/dev, j'aurai toujours le même message en me disant il n'y a pas la variable env. Alors on pourrait faire ça, ça fonctionnerait, mais l'idée du coup c'est directement de lui passer dans le task file les var. Donc là je vais lui dire env dev. Hop, je reviens en haut. Et donc du coup là si je fais task deploy dev, j'ai bien deploying dev. Donc l'idée, ça serait de faire ça et de le multiplier sur les environnements. J'aborde pas ce sujet-là aussi, mais potentiellement, on peut avoir des wildcards. Donc je pourrais faire un deploy/étoile et matcher la wildcard, l'étoile, pour après récupérer l'environnement.
mais c'est toujours pas fini parce que du coup, je peux toujours faire ça en fait. Je peux faire ça, hop, pas celui-là. Celui-là, je peux toujours faire env égale divox task deploy. Et ça, c'était un autre problème que nous, on avait rencontré avec Makefile, avec Make et Makefile, c'était qu'on ne pouvait pas cacher un peu ce genre de task. Et là, c'est possible. Grâce à la propriété internal. Internal veut dire est-ce que je peux l'appeler ou pas, est-ce que je peux l'exécuter ou pas en CLI. Donc par défaut, toutes les tasks sont internal à false, donc exécutables en CLI, mais je peux le mettre à true, et dans ces cas-là, la task sera exécutable uniquement via une autre task de ce task file. Donc si je fais ça et que je relance mon task deploy, là j'ai bien un message erreur, task deploy is internal. Sur task, il y a un truc qui est vraiment très très bien fait, c'est que les messages d'erreur sont clairs. Ça veut dire que je sais pourquoi la task n'a pas été lancée, par exemple. C'est bon, tout le monde suit? Maintenant, nous, on n'a pas que la dev. On a aussi la prod à lancer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas mis la même syntaxe, mais les deux syntaxes sont équivalentes. Du coup, soit je peux mettre les var les unes en dessous des autres, comme ça, soit je peux ouvrir les accolades et les séparer par des virgules. J'ai tendance à potentiellement préférer cette deuxième solution-là, qui est moins verbeuse en termes de lignes sur le YAML. Donc maintenant, on a notre task deploy prod, sauf que nous, on est un peu frileux. Quand on déploie en prod, j'avoue, on ne fait pas du full CD, tous les jours à 8 heures, c'est déployé automatiquement, etc. On aime bien avoir une validation humaine. On aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui ait un flag yes-no et qui dise « Ok, quand tu déploies en prod, est-ce que tu es sûr de vouloir déployer en prod? Est-ce que tu as fait tous tes checks ?» Là, comme ça, moi, si je devais le faire, je me dirais je ferais un petit script SH qui fait un read, qui le stocke dans une variable, qui regarde ce que l'utilisateur a tapé, etc. Et je lancerai la task. Eh bien non, sur Task, ils ont une feature qui s'appelle les prompts. Donc on va lui filer le message affiché à l'utilisateur. Et il va gérer automatiquement pour nous le flag yes-no là-dessus. Donc si je fais task deploy prod, là j'ai bien le message are you sure to deploy to prod? Yes-no, si je mets le n, ça cancelled. Et si je mets le y, c'est bon. Et donc du coup, ça c'est aussi un avantage du coup d'avoir décorrélé le deploy internal et deploy dev, deploy prod. J'aurais pas pu le faire si j'avais gardé qu'une seule tâche pour l'ensemble de mes environnements, parce que le prompt, il est pas, je peux pas le conditionner. Et donc là, si je fais deploy dev, j'ai pas de prompt. OK. Donc voilà, la dernière chose que je voulais vous dire sur cette task deploy, pour ceux qui ont remarqué et pour ceux qui connaissent, là il y a un écrit en vert à chaque fois qu'il y a une commande qui est lancée. Donc par défaut, task répète toutes les commandes avant qu'elles soient lancées, avec le nom de la task entre crochets avant. Et c'est super utile pour débugger parce que toutes les commandes n'ont pas forcément un output très clair sur ce qui a été lancé, sur les paramètres qui ont été passés à la ligne de commande, etc. Donc ça, c'est le comportement par défaut. Mais si on a des outputs clairs ou si on veut mettre nos outputs à la main via des échos, etc., on peut les activer grâce à la propriété silent. Donc par défaut, elle est false. Mais si je mets silent true et que là, je refais un task deploy dev, j'ai plus l'affichage en vert. Il y a pas mal de propriétés qui sont disponibles à la task, mais qui sont disponibles aussi aux routes à la racine. Donc là, si je mets le silent à la racine, ça fonctionne pareil, et du coup, il sera hérité pour toutes les tasks. Et il y a un système comme ça d'override. Si j'ai le silent true à la racine, mais que j'ai un silent false dans mes tasks, et ben c'est celui le plus proche de ma task qui prend le pas. Donc voilà, là maintenant, on a vu pas mal de concepts, des internals, des variables required, des preconditions, les commandes, appeler des tasks dans des tasks, passer des variables, les prompts. Et maintenant, on va passer à la compilation. Parce que de base, je comparais un peu Task avec Make, mais Make, il sait faire de la compilation, il sait générer, il y a des outils dedans. Et en fait, Task n'est pas qu'un task runner, il sait aussi faire ça. Donc là, on va aller dans le front-end et on va essayer de se faire un task file qui va builder notre front-end. Donc, je me refais un petit task file. On va aller l'ouvrir. Je ne l'ai pas dit, mais du coup, là on le voit bien en haut. Grâce au season schema, j'ai quand il manque des propriétés, donc là, il me dit il manque task et version, ce que j'ai mis dans l'autre. Et surtout, j'ai l'autocomplétion. Mis à part sur IntelliJ, il y a un petit bug avec le for qui dit il y a un warning, mais ça fonctionne quand même. Mais du coup, grâce au season schema, c'est assez simple quand même de savoir quoi mettre dans ce task file. Alors, on est reparti. Version 3, tasks. Et donc là, on va se faire une task build. Les commandes, ça sera, on utilise PNPM, donc PNPM run build. Hop. OK, ça fonctionne. Si je fais un task build, il me lance bien le PNPM run build.
OK. Et maintenant, si je relance, il refait exactement la même chose. Parce que là, vous allez me dire, c'est à peu près l'output attendu. On s'attend à avoir ça. Sauf que du coup, moi, je n'ai pas modifié mon front-end. Et je trouve ça dommage qu'il recompile tout. Alors là, c'est un projet d'exemple. Donc c'est 800 millisecondes. Mais sur des gros projets, ça peut prendre plus longtemps. Et donc j'aimerais bien avoir un truc un peu plus intelligent. Sur certains package managers, notamment Cargo, etc., il y a de la compilation incrémentale. Ce n'est pas le cas là sur le projet dans lequel j'ai. Donc on va utiliser Taskfile pour faire ça. Pour faire ça, on peut utiliser la propriété sources. Et donc dans ces cas-là, je vais lui déclarer l'ensemble des sources de mon projet. Donc ici, c'est src /étoile.tsx. On est en TSX. Donc vous avez vu, hein, il y a des globes aussi. Je peux lui dire match-moi tous les fichiers, etc. Et je vais lui donner la liste des fichiers générés. Donc là, c'est dist index.html et dist assets étoile.js et étoile.css. OK. Maintenant, si je relance, la première fois, il recompile, il va faire ses checks, etc. Et la deuxième fois, il me dit task build is up to date. Donc il a détecté qu'il n'y avait pas de changement. C'est pas de la magie. Derrière, under the hood, comment ça fonctionne? Il fait simplement un checksum des fichiers et il les compare. Et il les stocke et il les compare. Pour vous prouver que je ne mens pas, on va se faire un petit fichier, un src devox3.tsx. Je refais un task build et là, par défaut, il me relance bien le pnpm roll build parce qu'il a détecté qu'il y avait un changement. Si jamais j'ai quand même envie de lancer la task alors qu'il n'y a pas de changement, je voudrais forcer l'exécution de la task, on peut le faire grâce au flag -f. Quoi qu'il arrive, -f, il ignore cette histoire de source et de generate. Et dernière chose, c'est que par défaut, c'est le checksum, mais on peut se baser aussi sur les dates de dernière modification des fichiers. C'est paramétrable. OK. Donc là, je vais faire que le build. Donc là, voilà, on a vu comment gérer un peu les sources et le generate. Maintenant, on va faire la même chose sur le back-end. Donc je vais passer un peu plus vite, parce que globalement, ça va être la même chose. Et j'ai un snippet. J'ai un snippet, c'est le même modèle, c'est juste que les sources, c'est du Go. Ça génère un binaire qui s'appelle backend et la commande c'est go build. Je vais quand même vérifier que ça fonctionne. Hop, build. Ça fonctionne. Super. Comme le front-end. Maintenant, si on revient à la racine, et on va essayer d'intégrer ça avec notre task de deploy. Si j'utilise la ligne de commande task-list all qui va me lister l'ensemble des tasks disponibles pour mon projet, on voit qu'on n'a que dev et prod. Je n'ai pas le front-end et le back-end. C'est-à-dire que pour builder le front-end et le back-end, je suis obligé de me déplacer à chaque fois dans les dossiers. Déjà, 2 dossiers, c'est un peu painful. 3, 4, 5, 6, 10, c'est pas faisable. Donc du coup, ce qu'on peut faire là-dessus, c'est inclure, c'est ce que je disais dans mes premières slides, inclure plusieurs task files dans le task file à la racine, l'entry point, pour pouvoir tout piloter depuis la racine. Pour ce faire, on va utiliser includes donc pour importer des tasks. Là, on va lui donner le namespace dans lequel on va l'inclure. Donc c'est moi qui ai choisi de l'appeler front-end. Donc toutes les tasks seront préférées par front-end de point. On lui donne le task file. Donc c'est dans /frontend taskfile.yaml. Et voilà. Et donc là, maintenant, si je relance mon list all, j'ai bien mon front-end de point build. Si je fais un task front-end de point build, il me lance le pnpm roll build. Merde, il y a une erreur. Alors je rigole. C'est normal. C'est que par défaut, quand on inclut un task file, dans un task file, les commandes du task file inclus sont lancées depuis là où il est inclus et pas depuis là où il est situé. Et donc du coup, pour faire ça, on peut lui spécifier le répertoire depuis lequel il doit lancer les commandes. Donc ici, /frontend. Donc ça fonctionne. On va faire le back-end aussi. Je l'ai préparé. Hop, backend de point build, ça fonctionne. Maintenant, quand on va vouloir déployer, on va vouloir sûrement builder avant de déployer. Builder le front-end, builder le back-end, builder la CLI, builder les choses. Et j'ai pas envie de me taper 15 commandes, taper task back-end build, task front-end build, task CLI de point build, etc. J'aimerais que ça soit fait automatiquement. Du coup, on pourrait le mettre là dans les commandes, comme je l'ai fait pour appeler la task en dessous. Mais le problème de ça, c'est que c'est fait du coup séquentiellement. On peut utiliser la propriété depth qui nous permettra de lancer des tasks du coup en parallèle. Donc là, je vais lui dire en dépendance, tu as la task front-end de point build et en dépendance, tu as aussi la task back-end de point build. Ce qui fait que maintenant, si je fais task deploy dev,
D'ailleurs, on voit bien qu'il lance d'abord le back-end. Enfin, d'abord, j'ai l'output du back-end puis du front-end, donc on voit bien que ce n'est pas séquentiel, c'est bien en parallèle. Et donc, du coup, les dépendances sont lancées avant de lancer les commandes en parallèle. Et donc, du coup, on peut avoir des dépendances de dépendances de dépendances. Je pourrais avoir front-end build qui a aussi des dépendances, etc. Et il résout l'arbre tout seul. Pareil pour les includes. Mon back-end pourrait inclure d'autres task files, etc., etc. Et donc, du coup, eux, ils résolvent tout l'arbre et nous, on n'a rien à gérer. Maintenant, si on avance un peu plus et on va complexifier le projet, on va ajouter une CLI. Et si je vais dans le dossier de la CLI, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de faire un touch, task file, etc., etc. Parce que si je fais ça, j'ai mon cerveau qui me dit ça fait 3 fois que tu fais un touch task file, ça fait 3 fois que tu écris la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen un peu de factoriser? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux plutôt que de recopier le code que tu fais à chaque fois? Et surtout, ce n'est pas super maintenable. Oui, il y a mieux. Donc, on ne va pas le faire. On ne va pas se faire ce task file-là. On va faire ce qu'il y a de mieux. L'idée, et c'est ce que nous, on a mis en place du coup chez PubStack, j'y reviendrai dessus après, c'est un task file par langage. Donc, on va faire un task file Go qui sera modulaire, qui sera variabilisé, qui sera pour tous nos projets Go. Et comme ça, du coup, je suis sûr d'avoir une homogénéité sur tous mes projets Go. Donc, on est parti. On va se faire un taskfile.go.yaml. Je vais l'ouvrir. Hop. On va repartir du task file du back-end et on va essayer de le variabiliser. Donc, alors finalement, les sources, ça a l'air d'être toujours la même chose. La commande aussi. Par contre, pour générer, ça va dépendre du projet dans lequel je suis. Donc ici, je vais utiliser une variable qui s'appelle binary et j'aimerais que cette task build ne soit appelée que si binary là. Donc on va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure. Require var binary. Donc là, j'ai mon task file Go. Et maintenant, comment on l'utilise? Si je reviens sur le task file à la racine, l'idée, c'est que là, le task file inclus, c'est plus celui du back-end. Ça va être notre task file Go générique qu'on a fait. Et donc, par contre, si je fais ça et que je fais backend.build, il va me dire, hop, je le relance, il va me dire, il n'y a pas la variable binary. Je pourrais la passer en ligne de commande comme j'ai fait pour les autres, mais du coup, elle serait globale et pas uniquement pour mon backend. Du coup, on peut faire comme on a fait pour les tasks, c'est-à-dire lui passer les variables là, binary, backend. Et donc, du coup, la variable backend, enfin binary backend, sera scopée au task file du backend, dans le namespace backend. C'est super important de comprendre ça, la gestion des variables et du scoping. Il ne faut pas tout mettre en global parce que sinon tout est hérité par tout le monde et c'est un peu plus compliqué d'overrider. Donc là maintenant, si je fais task backend build, ça fonctionne. Backend build is up to date. Il faut voir un peu ces inclusions de task file comme, je vais parler pour ceux qui font du Java ou du JS, comme une classe et on va instancier plusieurs fois la classe avec des variables différentes. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que maintenant, si jamais je veux faire la CLI, et du coup, j'ai juste à faire CLI, task file, j'utilise le task file que j'ai déjà fait, taskfile.go.yaml. Dans le répertoire CLI, hop, et les variables, le binaire, ça sera CLI. Du coup, maintenant, si je fais task CLI .build, ça build bien. Pour vous montrer que je ne triche pas, on va aller exécuter et j'ai ma CLI qui a été buildée. Et donc là, maintenant, si jamais je fais une modification sur mon taskfile.go.yaml, c'est reporté sur tous les projets. Je ne l'ai fait que pour le build, mais l'idée, c'est de l'avoir pour le test, c'est de l'avoir pour le lean, c'est de l'avoir pour pas mal de choses. Et là, vous allez me dire, mais ton taskfile.go, il est en local. Tu nous as parlé que tu avais 20 projets. Du coup, tu fais comment? Tu recopies ton taskfile.go sur tes 20 projets et dès que tu dois faire une modif, tu fais une paire sur tes 20 projets? Eh bien non. En discutant avec Kevin hier, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle du comté expérimentation de Task. On en a discuté hier. Et donc Task, quand ils font des breaking changements ou des grosses modifs dans leur code, ils passent par un système d'expérimentation avec des flags. Donc ils implémentent le code, mais c'est disponible que derrière un flag. Ça leur permet de tester les retours de la communauté et après de le merger. Et du coup, il y a une expérimentation sur le remote qui permet d'inclure des task files sur une remote. Alors, pour l'instant, ce n'est pas production ready et c'est que des remotes HTTP, HTTPS. Il n'y a pas de FTP, il n'y a pas de SSH, il n'y a pas de Git, etc. Malgré que ça soit non-production ready, comme ils disent, ils ont exprimé l'envie d'aller jusqu'au bout dans tous les cas de cette expérimentation. Donc nous, on a décidé chez PubStack de l'utiliser en prod. Et alors en prod,
C'est un bien grand mot parce que c'est juste un task runner, donc ça veut dire qu'il n'y a, y a rien d'automatique. Mais du coup, c'est sur nos postes de développeurs et sur la CI aussi. Et retour d'expérience, ça fonctionne plutôt bien. Comment ça s'intègre là-dessus? Eh bien, tout simplement, au lieu de référencer un fichier local, on va référencer un fichier, une URL HTTP. Donc là, j'ai un peu triché, j'ai déjà fait un gist avec un testfile.go modifié. Et la deuxième chose pour le lancer, moi je l'ai déjà mis, mais il faut une variable d'environnement qui est task underscore x remote enabled égale 1. Sans quoi, on ne pourra pas lancer les remotes. Et donc là, si je fais task, donc c'est backend, hop, ah oui, je peux pas utiliser mon autocomplétion. Hop, task backend de .build. Là, j'ai un warning qui me dit, un peu comme quand on téléchargerait quelque chose d'Internet, attention, tu vas exécuter un task file remote à cette adresse-là. Est-ce que tu fais confiance à cette source-là pour éviter tout ce qui est man in the middle, etc. Donc si je le fais, là, malgré que ça soit du remote, il a détecté qu'en fait c'était up-to-date, donc mes sources et mes generate fonctionnent bien. Si je force l'exécution de la task, ça fonctionne. Et donc du coup, cette histoire de warning ne se reproduira que si le contenu du task file change. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai accepté, c'est bon. La deuxième chose, j'ai dit que je l'utilisais sur la CI, avec GitHub Action notamment. Vous allez me dire, oui, mais là, tu as un terminal interactif. Sur ta CI, tu n'as pas de terminal interactif. Et donc du coup, pour ça, on peut utiliser, ils ont tout prévu, on peut utiliser le flag -s, -y, qui du coup va accepter automatiquement et ce qui nous permet de l'utiliser sur GitHub Action. En parlant d'automatisation, il y a aussi une action setup sur GitHub Action, mais il y en a d'autres, setup task qui est fait par Arduino qui permet d'installer task sur GitHub Action. En termes de Rex, nous chez PubStack, on a du coup nos 20 projets, on a un repo task file. D'ailleurs, vu qu'il n'y a pas de gestion d'authentification sur les remotes pour l'instant, ils n'ont pas encore implémenté ça. Donc on a été forcé de mettre nos task files en public, donc si jamais avec un petit peu de recherche, vous allez pouvoir trouver notre repo et regarder. Et on utilise un versionning à la GitHub Action avec des tags. Et à chaque fois, alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec le versionning des GitHub Action, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on tag la V1. Donc on a V1, V1.1, V1.2, et la V1.2 va pointer sur la V1, etc. Et donc du coup, à chaque fois, on a les dernières mises à jour pour tous nos projets. Et ça fait plusieurs mois maintenant qu'on fonctionne comme ça. Et on a vraiment des trucs unifiés. On ne se pose plus les questions sur comment le lancer, sur comment ça fonctionne. Et dès qu'on veut faire une mise à jour, c'est simplifié. Déjà, un grand merci d'être venu ce soir. Un grand merci pour votre bienveillance, parce que c'est mon premier talk à Devoxx. Donc ça me fait très plaisir. J'espère vous avoir envie de donner envie de tester Task. Voilà, c'est un chouette outil. C'est une boîte à outils formidable sur laquelle il y a vraiment beaucoup de choses. J'aurais pu faire une université de 3 heures sur Task. Tellement il y a de. Je pense que Kevin me regarde et il est d'accord. Il y a tellement de features dedans. J'ai essayé d'aller au plus simple, au plus concis pour vous présenter les fonctionnalités de base. Il nous reste 1 minute 30, donc si jamais il y a une ou deux questions, on peut le prendre. Et j'aimerais aussi, si c'est possible, que vous preniez 5 minutes pour faire un feedback. À la fin, c'est super important pour nous, les speakers, de pouvoir s'améliorer et d'avoir des retours constructifs. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, merci pour le talk, c'était super. Alors, c'est pas une critique de task file en soi, mais la question est double. Du coup, j'ai l'impression, d'après ce que tu as montré, j'ai pas vu toutes les autres fonctionnalités, que task file est un subset de Ansible. Sauf qu'Ansible est plutôt orienté infra, mais tout ce que tu as montré, en ciblant le local, je pense qu'on pourrait le faire avec Ansible, aussi bien la partie téléchargement des remotes. Et donc ma question c'est, pourquoi Taskfile? Et as-tu regardé d'autres alternatives? Parce que j'imagine que tu n'es pas le premier à vouloir un meilleur Makefile. Et si oui, pourquoi Taskfile? Voilà. Alors pour la question, c'est bon pour le. J'ai pas regardé, enfin, j'ai pas fait les comparaisons avec Ansible. J'ai regardé d'autres outils et la plupart du temps, ce qui bloquait, c'était le remote. Alors peut-être qu'Ansible le fait. Et pour le coup, c'était un drop-in assez simple à mettre par rapport à Makefile. C'est-à-dire que je prends Makefile, j'ai juste la syntaxe qui change.
Voilà, c'est plus simple, ça fonctionne aussi bien sur GitHub Action. On a les tools sur VS Code, sur JetBrains, etc. qui permettent de ça. On a le JSON Schema. Enfin, voilà. Je ne peux pas citer tous les outils, mais on a regardé. C'est ce qui était le plus prometteur. Nickel. C'est fini. Mais je reste disponible de toute façon. Ça marche. Merci beaucoup.